quelques années près, on va dire pendant 100 ans, le moulin a fonctionné, on va dire normalement, c'est-à-dire très peu, parce qu'en fait, un moulin à vent, pour que ça fonctionne, ben, il faut du vent. Il y a, je veux dire, ça ne fonctionne pas souvent en réalité. Alors, vous savez, les moulins à vent ont été construits principalement pour remplacer les moulins. Au moment où on faisait la récolte, on faisait les moissons, il n'y avait plus d'eau. Donc quand il n'y avait plus d'eau, on ne pouvait plus faire de farine. C'est quand même incombe. Donc il a fallu attendre que les croisés rapportent donc, cette idée de moulin. Alors vous voyez ici donc un type d'aile qu'on appelle des ailes Berton. Donc cet ingénieur, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a inventé un système qui permet, à partir de l'intérieur du moulin, et vous le verrez tout à l'heure, d'ouvrir ou de fermer les ailes. C'est-à-dire qu'avec ce système-là, on va pouvoir fonctionner avec très peu de vent, et à l'inverse, lorsqu'il y a beaucoup de vent, eh bien, on va replier les ailes toujours à partir de l'intérieur du moulin, et là on va pouvoir fonctionner jusqu'à les 80, je dirais pas 90 à l'heure, parce que 1989, on a recommencé à reconstruire ce moulin à l'identique, on a récupéré tout ce qu'on a pu récupérer, on a refait un toit, et on a remis le moulin refait de marche à partir de 1994, pour faire 200 ans pile avec la première farine. Le toit, là, c'est du bois ou... Oui, alors le toit était donc réalisé exactement pour qu'un moulin avant puisse fonctionner, il faut du vent. Et la deuxième condition, c'est quoi? Voilà. On reste un peu plus, encore un tout petit peu. Vous voyez, vous avez capté les moteurs pour pouvoir s'orienter face au vent. Les meuniers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montaient des sacs de 100 kg à cette époque-là, 100 kg de blé, sur l'épaule. Donc ils échalaient ça jusqu'ici. Donc quand le meunier, la chanson Meunier tu dors, à mon avis, il devait bien dormir le soir parce qu'il était cuit. Avant, il était complètement cuit, je peux vous le dire. Hein. Parce que nous, on le fait pas. Alors, jusqu'au jour où un meunier un peu plus intelligent ou un petit peu plus flemmard que les autres s'est dit, mais si on utilisait la force du vent pour faire monter les sacs. Mais on va peut-être le voir. Avec le treuil qui se trouve ici, on utilise la force du vent et on va faire monter là où vous êtes, c'est-à-dire à la trappe. Il y a des trappes. Juste sur la trappe. Les sacs, les ailes montent par ici, mesdames, donc de ce côté-ci. Vous avez un axe qui est ici, qui est traversé par un système qui est manœuvré, comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure, à partir de ce système différentiel qui s'appelle Berton. Et ce système-là, on l'a récupéré. Et donc, à partir de ce système-là, donc de l'intérieur du moulin, j'ai ouvert les ailes complètement. Donc là, s'il y a assez de vent, il démarre. Puisqu'il y a un frein ici, on va dire comme un frein de parking qui est desserré, les meules sont desserrées, donc il doit tourner tout seul. Bon, après, lorsque le moulin tourne, et bien là, à partir de ces deux cordes-là, on va bloquer le système dans un côté ou de l'autre, et là, à ce moment-là, on va utiliser la 50 dents, qu'on appelle, dans un moulin, on appelle ça des aluchons, qui sont en cormier. Donc les aluchons passent entre les barreaux de la lanterne, et cette lanterne, elle, va faire tourner cet axe. Voilà. Cet axe va entraîner la meule qui se trouve ici. Il y a deux meules qui pèsent chacune 2 tonnes et qui travaillent tête bêche. Donc la meule dormante, celle qui ne bouge pas, et celle-ci, qui elle est entraînée par, bien sûr, par le mécanisme. Et à partir de là, on va donc mettre le grain dans cette trémie. On va régler, je vais le faire assez rapidement, on va régler la pente de cette boulotte pour pouvoir faire tomber le grain ici. Quand le grain va tomber là, il y a des rainures et donc des rainures et des pentes qui sont faites entre les deux meules. Un tour d'aile, ça va faire 6 tours de meule. La vitesse et la force centrifuge vont faire que le grain va traverser ces meules, va se trouver non pas pilé, mais quand même écorcé, comme si on cassait les noisettes. C'est-à-dire, on va ouvrir un peu le grain, ça suffit, pour en extraire la farine, et on va obtenir une mouture. Ici, on obtient la mouture. La mouture va être projetée à l'intérieur de ce caisson, qu'on appelle une archure, et il y a des petits segments racleurs qui se trouvent sous la meule, qui vont faire que la mouture va tomber à l'étage inférieur par gravité, il y a un simple screw, voilà, ça va tomber à l'intérieur. Voilà, avec ça, on a tout expliqué en ce qui concerne la fabrication de la mouture, hein, puisqu'on en est là.
À l'étage en dessous, on va passer à la séparation entre la farine, le gruau ou la semoule et le son, c'est-à-dire l'enveloppe du grain. Donc on va voir ça juste en dessous, et donc on aura fait la farine. Et c'est la qualité de la farine sera en fonction de... Alors, c'est là que le meunier, lui, il faut qu'il ait en fonction de la vitesse du vent, en fonction du réglage qu'il aura fait de l'arrivée du grain qu'il va faire là, en fonction de l'écartement qu'il va faire qu'il y aura entre les deux meules, hein, et donc à partir de là, quand il aura trouvé le bon compromis, ben, on a fait tourner l'ensemble du toit. Vous voyez que c'était quand même pas un truc très simple. Non pas sur les gros galets que vous voyez là, mais sur les petits galets qui sont là et qui vont circuler sur un rail circulaire, hein, genre un rail en bois. Et les gros galets que vous voyez là, ce sont des galets de maintien qui vont faire que, quelle que soit la direction du vent, quelle que soit la force du vent, eh bien, on va toujours fonctionner de la même façon. Là, les ailes sont là, mais si les ailes étaient de ce côté-là, ça fonctionnerait de la même façon. Si les ailes étaient de l'autre côté, ça fonctionnerait encore une fois de la même façon. Voilà, on fait les 360 degrés. Je vais essayer quand même de l'aider à démarrer. Peut-être que ça démarrera. Ça va démarrer. C'est parti. Voilà. Voilà. Donc vous allez voir tout de suite que la meule va prendre une vitesse assez importante. Donc rapidement, je vais être obligé de diminuer la voilure. Et c'est pour ça que je disais, le meunier, il fallait qu'il fasse constamment la montée et la descente. Voilà. Alors, ce qui fait aussi, ce que vous voyez là, on va accélérer. Ça va nous donner le tempo de la bonne vitesse. Vous entendez là, ça cogne. Et chaque fois qu'on va cogner ici, ça va être... Je vais faire exactement la même chose, mais je vais utiliser la force du vent pour ramener les ailes. Donc vous serez dehors, vous verrez l'extérieur, et va quitter la mouture qu'on a fait là-haut va tomber dans cette boulotte. Et dans cette boulotte va ramener ici la mouture. Ici, bien sûr, normalement c'est fermé. Hein, et si c'était comme ça, on perdrait tout, on serait bien saupoudré, bien fermé. Alors vous avez ici un tamis qui est très très fin, qui permet justement de faire ressortir. On va la récupérer au rez-de-chaussée, dans les sacs où les précisément sur la partie gauche, ici, vous avez un tamis un petit peu plus, avec des mailles un peu plus larges, qui va permettre à la semoule ou au gruau de passer. Donc on va récupérer la semoule et le gruau dans la deuxième boulotte. Et tout au bout ici, il ne reste plus que l'enveloppe et son c'est-à-dire que là, c'est encore de la farine et de la farine. Voilà donc exactement les ici, il s'appelle un glutoir. Glutoir, c'est du vieux français qui voulait dire, gluter, ça voulait dire tamiser, tout simplement, ça c'est quoi. Et le problème, c'était des pointes en acier. Les pointes en acier, qu'est-ce qu'elles faisaient? Au bout de 10 ans, quand c'était de l'acier pas trop mal, 10-15 ans, eh bien, la pointe, elle rouillait et le marteau tombait. Donc voilà, donc ça ne durait pas si longtemps que ça. Bon, maintenant, bien sûr, là, on a des pointes soit zinguées, soit électrozinguées, soit en zinc carrément, quoi. De garantir au moins, comme je l'ai dit, 50 ans sans aucun problème.
découvrir des paysages et des espaces, profitez-en. Je vous donnerai l'histoire de cette ligne de chemin de fer à l'extrémité de la ligne. Naturellement, je vous donne un indice. Sachez qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont voyagé sur cette ligne. Elle a été ouverte, cette voie de chemin de fer, en 1870. Essayez, je poserai la question à l'arrivée, de savoir à quelle époque elle a fermé. En sachant qu'on ne circulait pas sur des voies de 60, on circulait sur des voies d'un mètre, comme les voies d'aujourd'hui. Ceci est une reconstitution sur un train beaucoup plus petit. Bon voyage et on va y aller. C'est ce qui est marqué sur ma casquette. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Oui. Et comment ça? Voilà. Alors c'est vrai que c'est facile de trouver le train. Eh bien, je vais vous dire, regardez, c'est l'inverse de TGV. Voilà. Association train à petite vitesse de Massangy, puisque nous sommes, notre gare est à Massangy. Alors ce train dans lequel vous êtes est un train qui fonctionne, lui, depuis 30 ans. Exactement 31 ans cette année, nous avons fêté nos 30 ans l'année dernière. Ce train a été construit, et je vais commencer par vous raconter cette histoire, qui est la partie la plus importante, a été construit sur une ancienne voie ferrée qui allait de l'Île-sur-Serein à 6 km d'ici jusqu'à... Ce train faisait 70 km. Il a été ouvert en 1870, je vous l'ai dit tout à l'heure. Celui-là a été fermé en 1951. Vous voyez que c'était un des derniers qui a fonctionné. Pourquoi? C'est qu'il avait un attrait économique, la pierre. Très important. Vous avez remarqué que vous étiez dans une région, c'est facile, lorsqu'on arrive à Massangy, on voit le Massangy et Séclaville de Vin. Puisque, qu'est-ce qui passe? Le Serein, il passe un certain nombre de villages. Alors, je vais vous donner quelques villages, sur Serein, Massangy, le plus beau village, il est à Massangy. Noyères, Pouilly-sur-Serein et Pierre, que je tiens là dans les mains. C'est la pierre qui, par exemple, a permis de construire le palais de Chaillot, qui a permis de construire le pont de l'Allemagne, qui a permis de construire l'ambassade des États-Unis, qui a permis de construire les pieds de la Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'elle a comme qualité cette pierre? Tout d'abord, jusque dans les années 1870, elle restait dans la région. Elle a permis de construire beaucoup d'abbayes, elle a aidé à construire Vézelay, or très peu, puisque Vézelay a surtout été construit par une carrière qui est tout près d'ici, qui est à Coutarnou, qui est à 6 km. Juste, vous avez mangé à 10 en ville, Coutarnou c'est juste au-dessus. C'est une carrière plus de craie qu'une pierre dure comme ça. Alors, cette pierre, elle a intéressé les architectes parisiens. Pourquoi?
parce qu'on avait épuisé l'ensemble des carrières de la vallée de la Seine. On construisait Paris, on reconstruisait Paris, on agrandissait Paris. On a donc épuisé ces carrières qui étaient des carrières très crayeuses. Et là, on découvre une pierre qui peut monter très facilement à la capitale par le train, qui a un avantage énorme, c'est qu'elle n'est pas gélive. C'est-à-dire que je laisse ce bloc-là, ici. Je reviens un siècle après, il sera identique. Beaucoup de pierres, si vous faites la même chose, le temps, le gel, le surgel, le dégel, va casser la pierre. Cette pierre est poreuse pourtant, mais a une résistance en calcaire qui fait qu'elle ne peut pas exploser au gel. Donc vous imaginez pour les architectes à l'époque l'intérêt que ça pouvait avoir. Vous allez aller au musée tout à l'heure, vous allez découvrir le détail de l'exploitation, donc je ne vous en parle pas maintenant. Cette pierre aujourd'hui, elle est encore utilisée et exploitée aux quatre coins du monde, puisqu'on exporte plus de pierres de maçonnerie qu'on en utilise en France. Et aujourd'hui, celui qui voulait se construire une maison en pierre de taille de maçonnerie, donc elle part aux États-Unis, vous verrez, elle a équipé les pieds des gratte-ciel new-yorkais, mais elle part aussi au Japon, elle part en Chine. Deuxième produit, le Chablis. Vous allez me dire pourquoi Chablis? Là c'est simple, à l'époque, en 1870, bien sûr, il y avait des vignes à Chablis, pratiquement qu'autour, Chablis même, et un tout petit peu autour de Chablis. Et voilà bien qu'on crée une ligne de chemin de fer qui permet de faire monter le vin en 2 jours. Vous imaginez pour les cafetiers l'intérêt que ça pouvait avoir. Plus de stock, on gérait en fin de compte que quelques barriques et on commandait au fur et à mesure qu'on en avait besoin. Ça, c'était la première intérêt. Donc, plus de souplesse pour commander, donc on commandait plus. Deuxième chose, lorsque ces cafetiers étaient sollicités pour faire des réceptions pour les ambassades étrangères, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient venir un vin de Chablis qui permettait d'agrémenter le repas français qu'on servait dans ces ambassades, avec le vin blanc naturellement en entrée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 80% de la production du chablisien part à l'étranger. Ce qui a un inconvénient pour nous, c'est que tous ceux qui s'appellent les premiers coups des grands crus deviennent très chers. On a étendu l'appellation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle du Chablis, petit Chablis, à peu près à 30 km de chaque côté de Chablis. L'appellation, on voit pratiquement jusqu'à Auxerre. Donc vous voyez ce qui est très important. Donc voilà les deux produits qui, grâce, je dirais, à leur essor au niveau national, ont fait fonctionner la ligne jusqu'en 1951. Elle s'est arrêtée pour une simple raison, c'est que le développement de l'automobile a fait baisser beaucoup de voitures. Quand ils voulaient monter à Chablis pour faire ses courses, qu'est-ce qu'ils faisaient? À la veille, au soir, au dernier train du soir qui passait ici, au dernier train, il y avait 3 trains par jour. Donc, mais au dernier train qui passait vers 19h, 19h30, il montait en haut de ces marches. Et en haut de ces marches, il déposait un objet. Excusez-moi monsieur, l'objet derrière. Cet objet, ça s'appelle, vous connaissez tous, le shopping. Lorsque j'ai des jeunes qui sont là, lorsque je leur parle de shopping, ils me regardent avec des gros yeux. Shopping, 50 centilitres, bouteille, 75 centilitres. Et donc il déposait cette shopping en haut de ses marches, il redescendait. Le conducteur du train, voyant au passage, il passait à 60 km/h, voyait la bouteille sur les voies. Comme il dormait à l'île sur Serein pour faire le train du matin, qu'est-ce qu'il faisait le lendemain matin? Il s'en rappelait. Et là, il passait à 15 km/h. Le monsieur était en haut et il donnait la shopping au conducteur. Et voilà comment on pouvait prendre le train à l'époque. Attention, on ne risquait pas. Le monsieur montait dans le train, il s'arrêtait à la gare, il prenait son billet à la gare. Il avait gagné 2 km à voir en carte postale. Il y a 4 jeux.